Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Histoire de territoire, design de demain. Nous allons marcher ensemble sur la route des corsaires et tout particulièrement sur la contrebande horlogère. Bienvenue à tous à cette conférence enregistrée en vidéo et également restituée par la suite, ainsi que l'ensemble des planches qui sera mis à disposition auprès de l'ensemble des participants. Alors, vous le savez, dans l'univers du design, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que avancées horlogères et marines sont fortement liées. Les navigateurs, la marine a eu énormément besoin d'horloges pour avancer en mer. Et aujourd'hui, plusieurs marques d'horlogerie françaises leur rendent hommage. Vous avez ici un modèle tout à fait étonnant, composé une montre qui a été fabriquée à partir de filets de pêche recyclés et de biopolymères végétal. C'est quelque chose qui est assez atypique, qui est porté autour du projet Awake Concept de la marque éponyme française qui a décidé de réaliser ces matériaux biosourcés à partir de filets de pêche récupérés dans les mers du Nord danoises, recyclés puis transformés en laboratoire. Et c'est peut-être une combinaison parfaite entre revalorisation de déchets plastiques et performance d'une marque française. Alors, est-ce que les corsaires ont été, en quelque sorte, à leur manière, les bâtisseurs d'un nouveau monde? Ont-ils eu une démarche de design de territoire, de design créatif, comme on a pu le voir avec ces montres? Eh bien, on va regarder comment, d'une certaine manière, finalement, les corsaires ont produit énormément d'innovations et se sont adaptés à des représentations du monde qui les ont amenés à être de grands inventeurs, à s'adapter aux aléas et aux forces de la nature, à la mer, à l'univers si exigeant de la navigation, et ont été aussi en capacité de fructifier des liens avec des refuges qui étaient des villes-ports, des régions littorales, des arrière-pays, qui leur ont offert aussi des débouchés pour se reconvertir et regarder demain. Alors, rappelons un contexte historique qui encadre l'activité, la puissance corsaire sur l'arc Manche et littoral et également en Méditerranée pour ce qui concerne l'Hexagone, même si on a trouvé des sagas corsaires un peu partout dans le monde, de Hawaï à l'Asie-Pacifique, des rives du Golfe Persique jusque à la Terre de Feu sur les côtes du Chili. Euh, je, euh, je vous rappelle que cette guerre de course est fortement encadrée à l'époque par un règlement des prises. Qui établit effectivement la part des prises entre le rôle respectif de l'amirauté, de l'équipage de l'armateur qui touchait à peu près les 2/3 parce que l'armateur était en fait le preneur de risque. C'était lui qui engageait des fonds, un investissement important. Et ce qui va précisément encadrer ces relations, c'est la lettre de marque. La lettre de marque qui est une autorisation officielle délivrée par le roi ou la République, par un tout autre régime armateur. Et c'est quelque chose qui va effectivement euh, euh, permettre, comme vous voyez ici sur cette gravure, un rôle extrêmement étonnant parce que finalement le rôle d'une marine, le rôle des corsaires, comme on le voit très bien sur cette reproduction, c'est d'escorter des marines marchandes. À quoi sert une marine de guerre à l'époque des corsaires? C'est de véritablement participer à la protection, à la sauvegarde d'intérêts économiques, d'intérêts commerciaux, de protéger des villes-ports, le rayonnement de leur commerce et accessoirement de leur industrie. Alors, la guerre de course est une période assez intermittente qui ne se réalise qu'en période de guerre. Elle est exclue en période de paix. Et vous voyez ici les principaux conflits où, de Henri IV à François Ier, les corsaires ont sévi sur les côtes
ont été finalement une force d'appoint, une alternative très importante pour l'Ancien Régime et les différentes forces en présence qui, pendant, vous voyez, l'épisode de la guerre de succession d'Espagne, guerre de succession d'Autriche, guerre de 7 ans, les guerres pendant la Révolution et l'Empire, sans oublier la guerre d'indépendance des États-Unis, ce sont des périodes où effectivement les corsaires vont pouvoir essaimer sur les côtes. Sur ce tableau, vous avez de manière assez nette les durées. Vous voyez que c'est assez court finalement parce qu'on est quand même sur des guerres qui durent autour de 4 à 6 ans, parfois 8 ans. L'âge d'or finalement des corsaires, c'est véritablement Louis XIV parce que c'est un règne long, fait de guerres extrêmement longues. Et vous le voyez sous Louis XIV en particulier, c'est la guerre de succession d'Espagne qui dure 12 ans. Et 12 ans, c'est énorme. Et c'est cette période-là où de grandes cités corsaires, on pense à Roscoff, à Saint-Malo, mais aussi sur la côte de Jade, autour de Pornic, la côte de Lumière en Vendée, sur tout l'arc atlantique va effectivement s'armer de grandes aventures corsaires, y compris dans certains estuaires. Je pense à l'estuaire de la Loire avec Cordemais. Eh bien, la puissance corsaire va pouvoir s'investir et s'impliquer dans la durée. Alors, puisque cette guerre de course est assez intermittente, elle amène aussi les corsaires à devoir se reconvertir, en particulier en période de paix, vers de nouvelles activités, mais leur connaissance du monde de la mer, des échanges, des jeux d'acteurs, des grands rapports entre les puissances, leur permettent aussi de s'immiscer dans de grandes entreprises. Et vous savez que des armateurs très prestigieux ont aussi encouragé les corsaires. L'une des plus grosses fortunes de Nantes, Félix Cossin, avait à ce titre eu un rôle extrêmement décisif. Alors, je vous parle de Nantes, un peu de la Loire-Atlantique. Le dernier port des choix sur la Loire, c'est le port de Rezé. Et il existait 2 quais en référence au corsaire, un quai Jean Bart qui a été rebaptisé en l'honneur d'un résistant, Marcel Boissat, et le quai Surcouf qui existe toujours et qu'il est possible de visiter, mais qui devrait en réalité rappeler le quai de 2 frères, parce que si le corsaire Robert Surcouf est le plus connu, son frère Nicolas Surcouf a eu l'esprit audacieux de reconvertir des navires pour les destiner à d'autres activités en utilisant des filets de pêche recyclés, en s'appuyant sur le secret de Terre-Neuve, la pêche à la morue, qui a aussi essaimé de grandes aventures maritimes vers l'Atlantique Nord. Un axe stratégique aussi qui va permettre aux corsaires de se développer sur l'arc atlantique, c'est la route du sel, la route de l'or blanc, qui à la fois mobilise effectivement des ports, je pense au Croisic, la presqu'île de Guérande, jusque dans des secteurs de l'arrière-pays qui ont des greniers à sel très importants, en particulier celui de Redon. Et vous avez sur les traces de ce commerce fluvio-maritime des liens assez étonnants qu'on redécouvre, parce qu'il existe aussi un quai du Gué-Trouin à Rennes qu'il est possible de retrouver sur les quais. Eh bien, Redon, c'est l'exemple vraiment de l'avant-port de Rennes au sud, qui est un carrefour de voies navigables. Tant Saint-Malo au nord est ouvert sur la Manche, eh bien Redon, à travers la baie de la Vilaine, était très largement orienté vers l'arc atlantique. Et il est possible de retrouver encore ce témoignage aujourd'hui d'activités de logistique, de marchandises qui étaient déchargées à terre, transportées ensuite dans des barges et des bateaux fluviaux. Et finalement, cette piste de l'or blanc va ouvrir effectivement des échanges très importants avec le littoral, mais aussi l'univers des canaux et des canaux bretons très importants qu'on a bien connus en période également de guerre, de blocus, puisque Napoléon avait poussé très loin l'idée du canal de Nantes à Brest. Des relations, comme vous voyez aussi sur ces images d'archives, très importantes avec nos cousins celtiques, les relations avec l'Irlande, les Gallois. Vous voyez du bois qui partait effectivement pour les poteaux de mine, des synergies transfrontalières qui vont aussi se développer entre charbon acier breton, charbon gallois. Donc finalement, cette grande ouverture sur l'océan va aussi nourrir par la suite, au fil des époques, des contacts
entre les ports. Ici, deux images d'archives qui apparaissent effectivement dans la vallée de la Vilaine. Vous voyez, qui est aussi le témoignage exceptionnel d'un grand passé maritime et d'échanges fluviaux-maritimes à la pointe du progrès, parce qu'il faut faire évoluer les techniques de navigation, de conservation, faire aussi progresser la conserverie, le stockage de l'énergie. Ça reste encore des grands défis d'innovation qui captivent en fait les navigateurs aujourd'hui et qui veulent avancer vers des matériaux durables, comme on voit essaimer de nombreuses initiatives du côté de l'Orient en particulier, à travers l'inventivité et l'esprit d'aventure qui correspond bien à des grandes personnalités, Rick Tabarly, Olivier de Kersauzon à Brest ou d'autres grands marins. Les corsaires vont aussi s'intéresser très vite aux mers du Sud parce que la route des épices a été déjà très largement explorée par les Hollandais et les Portugais. Et très vite, il va y avoir du côté en particulier de Saint-Malo une route très intéressante, le premier or noir de l'époque qui est le café. La route de Moka, vous savez qu'il existe une avenue de Moka à Saint-Malo qui rappelle justement ce grand passé jusqu'aux portes de la mer Rouge, puisque vous voyez ici sur la carte, Moka est un port situé au Yémen et qui était la porte d'entrée du commerce qui s'est exporté vers les comptoirs de la sublime porte, l'Empire ottoman, et après plus largement en Europe, à travers Venise, Vienne, de grandes capitales d'Europe du Nord, Londres, Dublin. Et la France s'investira aussi dans ce commerce du café. Vous le voyez ici à travers le parcours d'une expédition initiée par Monsieur de la Merveille qui s'arrêtera au Cap-Vert, passera par l'océan Indien, l'île de la Réunion et trouvera différentes escales pour atteindre le port de Moka au Yémen. D'autres grandes cités marchandes, grandes cités-États ont été ouvertes à ce commerce avec les produits du Levant, ces produits exotiques qui ont une très grande richesse et qui amènent aussi Venise, sur les traces de Marco Polo, de la route de la soie, à s'ouvrir très largement à un capitalisme maritime de grande envergure, à développer des participations, des échanges dans des galères divisées en carats et ensuite mises aux enchères, qui permettent effectivement de prendre des risques, de partager aussi des synergies transfrontalières dans de grandes aventures qui parfois ont donné aussi des destinées étonnantes, comme celle-ci entre les côtes irlandaises et les comptoirs de la sublime porte, c'est-à-dire l'Empire ottoman, où une diaspora irlandaise était aussi très bien intégrée, tout comme nous avons eu des diasporas régionales, je pense aux Corses, qui avaient pénétré de nombreux ports et comptoirs à l'époque des échelles du Levant, ces fameuses capitulations régies par un traité de bonne entente qui remonte entre Soliman le Magnifique et François Ier. Eh bien, il y a eu aussi un élan de solidarité très important puisque des cargaisons humanitaires seront envoyées par le sultan de l'Empire ottoman en direction de différents ports irlandais, notamment le port de Trobega au nord de Dublin, pendant des épisodes très difficiles de famine. Et l'expédition du Moka, l'expédition du café, est aussi une aventure très intéressante vers le golfe Persique, vers l'Arabie heureuse, qui va engager des corsaires en quête de nouvelles richesses et véritablement passeur, en tous les cas transmetteur d'un véritable dialogue d'innovation qui s'est fait autour de la marine, de ces technologies, de ces échanges, de ces transferts d'innovation et cette connaissance du monde toujours aussi ouverte à de nouvelles opportunités. Il existe d'autres pépites à identifier, d'autres trésors à explorer sur les traces de la puissance corsaire. Vous dire que cette actualité est intéressante d'aborder la contrebande horlogère parce que depuis le 16 décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Et cette inscription met en valeur une tradition vivante, emblématique,
qui, bien entendu, nous fait penser aux portes de la Suisse, mais également, il a existé un arc horloger transmanche avec nos voisins britanniques, avec la baie du Mont-Saint-Michel, et qui a été aussi quelque chose d'intéressant à plus d'un titre. On va l'explorer ensemble parce que finalement, la candidature portée par la France en collaboration avec la Suisse a été considérée comme exemplaire par l'UNESCO pour sa mise en évidence de l'importance du patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier. Et vous savez qu'en Suisse, l'horlogerie s'est implantée grâce à l'apport de réfugiés protestants, français et italiens qui sont établis à Genève. Et c'est véritablement cette approche sensible de la distance, démarche, je trouve, d'une certaine façon, d'une encyclopédie des migrants, comme des projets d'écriture ont été initiés, qui nous permettent de mettre en relation, mettre en cohérence l'immense apport, finalement, de réfugiés, de diaspora, de talents nomades qui ont permis de faire fructifier de nombreuses innovations des deux côtés, des deux bords de la Manche. Ici, vous l'avez de façon assez visible dans le cadre des célébrations entre la ville de Rennes et sa jumelle, ville jumelle de l'autre côté de la Manche au Royaume-Uni, etc. Il y a aussi quelque chose de très fort, finalement, ce sont les origines du métier d'horloger qu'il convient de souligner, puisque ce métier d'horloger s'écrivait à l'époque sans H, remonte à l'époque de Charles Quint, qui, pour sa guerre contre François Ier, va recruter des horlogeurs pour le réglage des canons. Et ces horlogeurs sont devenus, par pratique de métier, des sortes de colporteurs d'horlogerie. Ils passaient de maison en maison et prenaient les commandes. Et ce savoir-faire horloger s'est véritablement aventuré sur la mer. Et nous allons étudier avec intérêt, finalement, cette dimension. D'abord, Louis XIII et Louis XIV vont reprendre la Franche-Comté à l'Espagne. Et progressivement, les francs-comtois vont se rendre compte que du côté suisse, c'est beaucoup moins cher parce qu'il y a moins de taxes, de dîmes mis en place par l'Ancien Régime, et va se mettre en place une contrebande de connaissances et de compétences qui se poursuit toujours aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de forts espagnols en Bretagne, le long de l'arc atlantique, en Normandie également, et cette influence espagnole va aussi amener des connaissances, des savoir-faire. Et ici, vous avez l'exemple d'un jeu qui s'est exporté justement dans l'ouest de la France. Ce sont des marins espagnols qui ont amené dans les ports de l'arc atlantique, y compris sur l'arc Manche, dans la baie du Mont-Saint-Michel, ce jeu de cartes que vous voyez ici avec ses représentations, le jeu de l'Alouette, et qui a été 3 fois mentionné par Rabelais dans son œuvre, une première fois dans Pantagruel, puis Gargantua. Alors, l'horlogerie est un sujet collaboratif très intéressant parce que porteur d'avancées techniques qui se sont enrichis, et des horlogers ont été aussi très vite ceux qui maîtrisaient la gravure des platines en laiton, être chargés de la fabrication d'instruments de pointage, de calcul, comme les équerres de fil à plomb. Il y a aussi une stimulation très forte, comme je vous l'indiquais, vers la haute technologie navale, puisque finalement la marine a fait appel à de nombreux corps de métier. Les ateliers de verrerie, très importants pour renforcer les techniques d'optique en mer, le prisme des jumelles, de compas intégrés. Et finalement, les villes-ports, les cités corsaires vont s'agglomérer de toutes ces compétences qui viennent de l'apport de l'extérieur. Et donc, d'où l'important, il y a eu à Saint-Malo des Juifs, il y a eu des Irlandais, il y a eu des communautés qui sont venues aussi apporter des connaissances et des savoir-faire. Et c'est cet esprit d'émulation qui va permettre de faire progresser justement des régions littorales et également l'arrière-pays. Je me suis moi-même personnellement intéressé à l'horlogerie, ayant un arrière-grand-père horloger, bijoutier horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel, avec comme emplacement historique la grande rue des Stuarts. Et cette bijouterie horlogerie a développé une passion pour l'innovation, une passion pour défricher, inventer, créer. Et si j'avais à vous résumer finalement cette culture de l'innovation en une phrase, l'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Alors, mon arrière-grand-père, bijoutier horloger, s'est porté en fait acquéreur très vite pour développer les industries probumères d'un bateau que vous voyez en photo, qui s'appelait le Saint-Pierre et qui a utilisé dans ses activités des micro-techniques d'horlogerie pour extraire du sable coquillé
Et le nom de ce bateau, le Saint-Pierre, faisait référence finalement à Césarée, l'ancien nom antique de Jersey, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et le nom Césarée a été maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, la très grande île. Alors d'autres corsaires ont essaimé sur les côtes, en particulier dans les Hauts-de-France. On pense à ce grand corsaire du Nord, c'est Jean Bart, qu'on connaît bien du côté de Dunkerque, et qui s'est allié aussi avec les Irlandais, avec des réfugiés jacobites, qui ont amené aussi des secrets qui étaient maîtrisés de l'autre côté de la Manche. Et l'apport des diasporas celtiques est effectivement très important dans les transferts de connaissances. Il convient de considérer finalement que la Manche, l'océan Atlantique et la Méditerranée, pour les corsaires et leurs héritiers, ont été un formidable passage de témoins pour croiser des filières et innover demain. Et peut-être que les corsaires étaient finalement des designers. En tous les cas, avaient une bonne notion et une excellente vision du design de demain. Et on a vite compris que les îles seraient des laboratoires, en s'appuyant en particulier sur Chausey, les îles anglo-normandes, mais on pense aussi sur l'arc atlantique, Noirmoutier, l'île-Dieu. Eh bien, c'est cette alchimie étonnante autour des corsaires qui était véritablement, pour reprendre la formule de Victor Hugo, les transmetteurs finalement d'une vision, d'une odyssée qui a toujours son acuité aujourd'hui, puisque finalement, Victor Hugo, pendant son exil à Guernesey, laisse un témoignage littéraire exceptionnel et nous invite à être des travailleurs de la mer. Et c'est peut-être ça qui peut demain guider énormément de nouveaux projets collaboratifs dans le design, c'est de trouver cette approche effectivement tournée vers l'économie circulaire, vers la valorisation de nouvelles richesses liées à la mer. Ce qui n'exclut pas un travail avec des arrière-pays, avec des territoires beaucoup plus terrestres, mais qui ont eu une grande histoire. Ici, vous avez l'exemple de la ville de Strasbourg, qui a un port très important. Le Rhin, vous savez, a eu des échanges maritimes et commerciaux depuis l'époque antique. Et donc, il y a un débouché fluvial très, très important sur le Rhin. Et la ville de Strasbourg a déployé un programme tout à fait intéressant qui s'appelle l'Industrie Magnifique et qui vise à mettre en œuvre dans l'espace public un lieu inédit de rencontre entre des artistes, des designers, des vieux métiers, des savoir-faire qu'on a un peu oubliés et qui permettent en tous les cas de redonner vie à l'Alsace et à sa grande créativité et qui pourrait s'exporter tout à fait ailleurs en direction de Villeport et de cités corsaires. L'exemple le plus proche de nous en Bretagne, c'est aussi le tiers-lieu maritime qui cherche à se développer à Lorient et qui est porté aussi par des habitants qui ont bien compris que finalement, nous sommes riches aussi de gens de passage, de gens de mer, des pêcheurs de grand fond qui allaient jusqu'au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont bien connu les côtes du Canada. Eh bien, cette connaissance du monde est exceptionnelle aussi pour faire fructifier des savoir-faire, des filières ultramodernes d'approvisionnement, de construction, de nouvelles activités liées effectivement au maritime et à toutes les filières qui s'y rattachent. Il y a autour aussi de l'horlogerie des grandes marques, en particulier la marque Zénith qui appartient aujourd'hui à LVMH, qui, vous voyez, finalement reste peut-être la boussole d'un rapport à la créativité, aux arts, à l'invention, aux techniques. Ici, la fondation LVMH, la fondation Louis Vuitton à Paris, vous voyez, épouse la forme d'un grand vaisseau de verre et qui nous invite effectivement à peut-être redevenir, comme l'indiquait Victor Hugo, ces travailleurs de la mer qui utilisent les grandes richesses et qui mettent en complémentarité l'ensemble des sciences, des arts et des métiers. Quelque chose qui rayonne très largement en direction de pays neufs dans le Golfe Persique, je pense aux Émirats, avec l'encyclopédie qui sera le point de départ du pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï, où le parcours visiteur mettra à disposition la possibilité de découvrir l'un des projets emblématiques du siècle des Lumières, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Eh bien, cette définition du progrès, elle a effectivement captivé les philosophes qui étaient extrêmement intéressés par les découvertes
les échanges maritimes. Et l'histoire horlogère va aussi effectivement intéresser autour d'une grande dimension philosophique les philosophes qui s'intéresseront à cette approche sensible de la distance, à cette capacité aussi de faire voyager des savoirs. Et Voltaire écrira avec beaucoup d'admiration dans ses lettres, soulignera finalement la grande capacité de ces hommes entreprenants qui auraient, je cite, langui dans leur patrie et qui se placent et s'élèvent d'eux-mêmes dans ces pays lointains où l'industrie est rare et nécessaire. Citant de grandes dynasties corsaires, les Mahe Bourdonnais, Duquesne, des grands administrateurs aussi de la Compagnie des Indes dans l'océan Indien, les Jean Bart, les Duguay-Trouin qui sont allés jusqu'au Brésil. Ces Français, dit-il, capables de faire beaucoup avec peu, aussi intelligents dans le commerce et dans la marine. Alors, l'histoire des corsaires est aussi étroitement liée aux échanges de la mer et de son commerce. Et 2021 est l'année du tricentenaire des lettres persanes de Montesquieu. Et vous savez que ce philosophe, grand érudit voyageur, très habile dans ses romans, ses récits épistolaires, va effectivement beaucoup s'intéresser à l'importance de savoir-faire maritime. Il défendra avec beaucoup de passion les charpentiers de marine et aussi notamment les cordiers qui étaient victimes de brimades, de ségrégation, parce que dans la France de l'Ancien Régime, on les associait aussi beaucoup à des lépreux, des descendants de lépreux, et pourtant leur connaissance des textiles, des fibres, du lin, du chanvre était extrêmement utile au cordage, et les besoins de la marine étaient à l'époque extrêmement importants. Et certains cordiers, d'ailleurs, ont fait fortune. Ce qui veut dire que les conditions matérielles n'étaient pas tout à fait défavorables et que les cordiers étaient aussi, ce qui expliquera toute l'importance que Montesquieu accordera dans un grand plaidoyer, étaient des ouvrières extrêmement importantes pour les découvertes et de grandes entreprises maritimes. Si vous vous intéressez à l'horlogerie, à tous ces différents avatars d'innovation, je vous encourage à la lecture d'un petit ouvrage, Les avatars de la Grande Rue des Stuarts, que j'ai voulu coécrire en récupérant des éléments d'archives de l'entreprise familiale de mon arrière-grand-père qui était bijoutier horloger et qui s'est toujours passionné pour la mer, pour les minéraux marins, pour les richesses de l'océan et qui invite en tous les cas à se pencher davantage sur le grand potentiel de l'économie bleue et l'histoire des corsaires qui peut nous encourager demain à innover, à aller encore plus loin, en retenant ici, en termes de conclusion, que les avancées horlogères et la marine sont liées et que l'apparition des premières horloges maritimes qui conservaient la mesure du temps sur un navire fut une révolution. Elles permirent aux marins de se positionner avec une très grande précision et de grands personnages qu'on a un peu oubliés en Bretagne. Je pense à la Motte Piquet, pourtant il a une station de métro à Paris au pied de la Tour Eiffel, nous invite à nous remémorer. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous propose aussi de faire vivre le débat, les échanges. Vous pouvez d'ores et déjà réagir. Je vais aussi répondre aux questions qui ont été, que vous avez sans doute aussi écrit dans la bulle de discussion. Et n'hésitez pas en tous les cas à prendre le micro si vous le souhaitez. Les planches de cette conférence sont aussi mises à votre disposition. Je vous laisse mes coordonnées. Si vous souhaitez me recontacter, je vous transmettrai aussi les sujets de cette conférence avec les ressources documentaires si vous avez envie d'explorer ce sujet. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous souhaite une excellente journée en vous remerciant et en vous proposant maintenant d'ouvrir et de faire vivre le débat. Merci à vous.